attention, les personnes qui vous gouvernent, qui vous disent « laissez-nous votre souveraineté, on va décider pour vous », c'est rarement bon. Bonjour, je m'appelle Fabien Moine, je suis éducateur de santé, fondateur des éditions Exuvie. Et sur François, je vais vous parler du milieu de l'édition et de la souveraineté en 2022. Bonjour Fabien Moine, première question très brève, les éditions Exuvie, qu'est-ce que c'est? Alors les éditions Exuvie, c'est né de la volonté de distribuer mon premier documentaire, Le Jeune à la croisée des chemins, de manière autonome et pouvoir le mettre au cinéma puis le distribuer de manière indépendante. Et vu que c'est un projet autour du livre que je maturais depuis 10, 15, 20 ans, c'était un prétexte pour moi, une bonne occasion de pouvoir publier des livres de gens qui me tenaient à cœur, soit des rééditions. Et donc le terme Exuvie, c'est un nom propre, c'est l'enveloppe que laisse un insecte après sa mue, donc c'est-à-dire un mécanisme de transformation, le passage d'une étape à une autre. Et on vit une époque trépidante où on est en train de muter, on est tous en mutation, et puis l'auteur en mutation va écrire un livre qui va provoquer une mutation chez le lecteur, qui va trouver une inspiration. Les sujets principaux pour l'instant, c'est santé, sport, un peu de société de plus en plus. Tout ça, c'est assez sensible en ce moment. Ça vous fait pas peur? Non, j'ai pas peur de publier les livres que je publie, et même les documentaires, parce que c'est quelque chose que je fais avec raison, avec le cœur. C'est pas une volonté d'être militant engagé, mais c'est simplement une posture qui est en adéquation avec ce que je ressens. Dans le fait de fonder les éditions Exuvie, il y a aussi la volonté de laisser une bibliothèque à mon fils pour que lui-même, à l'adolescence ou à l'âge adulte, il puisse commencer à s'initier à certains sujets. Et j'espère lui faire gagner du temps en faisant ça. Pour l'instant, le sujet de la santé prédomine un peu sur les autres. Qu'est-ce que vous appelez la médecine intégrative? C'est le fait de faire collaborer plusieurs praticiens de santé au profit d'une personne. On saucissonne les individus, il y a des spécialistes, il y a des grandes spécialités, le néphrologue, l'hépatologue, le gastro-entérologue, etc., etc. Mais on oublie de collaborer les uns avec les autres. Il y a tellement de courants émergents dans le bien-être, ça peut être la naturopathie, la médecine chinoise, l'ayurveda, et que le but c'est de mutualiser ces savoirs, de ne pas les opposer, mais de voir où il y a des points de rapprochement, et de les mettre au profit d'une science globale, on va dire qu'il sera un peu le joyau de l'humanité au niveau de la connaissance sur l'homme, et pour que ça serve aussi à l'individu. Alors bien sûr ça fait grandir le praticien, parce qu'il voit les limites de sa pratique, donc là ça fait frotter un peu sur l'ego, donc il grandit lui en tant que praticien, puis surtout le patient, quand il trouve une impasse thérapeutique dans telle ou telle approche, eh bien, il peut se dire je vais avoir un complément derrière. Donc c'est aussi une vision sociale, c'est-à-dire de mutualiser, de mettre son ego de côté, puis d'être au profit de quelque chose qui est plus grand que soi-même. Alors le médecin généraliste et les chirurgiens, ils ont une place pivot centrale. Eux, ils savent diagnostiquer, ils ont l'imagerie médicale, ils sont formés aux cas graves. Donc bien sûr que c'est un élément pivot. Par contre, il ne faut pas oublier que ces gens-là sont avant tout des soignants. Or aujourd'hui, on leur a même pu laisser le droit de prescrire. Ils sont formatés dès les amphithéâtres, qui portent d'ailleurs des noms de grands labos pharmaceutiques. Il y a de corruption d'intérêt, on le sait, et en fait, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens démissionnaires de ce système, pas simplement fait de l'esprit, mais ils démissionnent ou ils sont suspendus, parce que eux, ce sont des vrais soignants. Ils veulent diagnostiquer, ils veulent prescrire, ils veulent accompagner, ils veulent avoir un suivi, chose qui est de plus en plus dure, parce que maintenant, beaucoup de médecins généralistes doivent être cantonnés à appuyer sur un bouton pour valider la carte vitale et faire activer la sécu au profit d'un grand groupe. Donc bien sûr, la médecine intégrative, c'est tout le monde sur un pied d'égalité, mais il y a quand même une prédisposition. Un spécialiste, par exemple un hépatologue, c'est 10-12 ans de spécialité. Évidemment qu'il a son mot à dire sur la santé, et le but, c'est pas de rejeter le système, mais d'en garder que le meilleur. Est-ce que cette crise sanitaire a été une opportunité pour vous et votre maison d'édition? Ouais, là c'est une vraie opportunité. Moi, je suis en joie, notamment pour les soignants suspendus, parce que ça fait 10 ans que j'essaye de travailler de manière intégrative. J'ai pratiqué en tant que naturopathe dans des maisons de santé, mais c'était dur, les gens étaient débordés, avaient peur de se faire taper sur les doigts par l'ordre des médecins. Quand on est dégagé de l'ordre des médecins et puis qu'on n'a plus de travail, on a du temps pour se documenter. Donc moi, d'un point de vue personnel, oui, c'est une aubaine. C'est une aubaine aussi pour les gens. Et puis pour ma maison d'édition, où mon but c'est de faire passer un message de souveraineté, de prévention, de dire attention, si on délègue trop sa souveraineté personnelle à l'autre, eh bien on peut se retrouver avec les mains liées. Évidemment que le message que j'essayais de faire passer, il a trouvé un écho extrêmement vaste au moment où cette crise a commencé à frapper, qui n'est pas qu'une crise sanitaire évidemment. Sans solidarité, le modèle économique d'Exuvie ne marche pas. En gros, la première chose que j'ai choisi de faire, c'est 2 actes forts même, c'est de rémunérer les auteurs à 11%. Habituellement dans l'édition, c'est plutôt 3, 4, 5, 6%. Donc c'est un premier acte fort. Le deuxième, c'est d'imprimer sur du papier issu de forêt éco-gérée, l'encre végétale biologique,
en France, en circuit court. Donc tout ça, ça fait des contraintes économiques très fortes. Du coup, les marges sont réduites. La seule opportunité de rentrer dans les coûts et d'être stable financièrement, c'est de compter sur le soutien des gens en achat direct. C'est-à-dire en court-circuitant Amazon, la Fnac, tous les gros mastodontes, et de bénéficier d'un circuit de distribution directe pour qu'en fait tout le monde arrive à s'équilibrer intelligemment, qu'on fasse travailler des gens en France, qu'on respecte au niveau écologique, que les auteurs touchent les droits. Donc on va se dire 11% c'est pas grand-chose, mais dans l'édition c'est beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas, je connais pas des maisons d'édition qui payent plus. Et donc là, c'est un pari. Avec cette mutualisation des connaissances, avec le libre arbitre de chacun, on va se dire, moi, je vais choisir de soutenir telle façon de travailler plutôt que telle autre. C'est vrai que j'ai un compte sur Amazon, c'est plus facile. En 2 clics, chez moi, le frais de port est gratuit. Mais si je réfléchis, en fait, le frais de port, c'est l'éditeur qui le paye parce que Amazon lui achète le bouquin à 55% du prix. En ce moment, au Sénat, il y a une commission d'enquête qui est en cours sur la concentration des médias, où sont notamment reçus M. Bolloré, Xavier Niel, etc. J'attends pas grand-chose de ces commissions d'enquête. C'est comme les procès qu'il peut y avoir en ce moment, c'est pour divertir un petit peu, puis faire subsister un semblant de démocratie. Il n'y a rien à entendre, il y a tellement de conflits d'intérêts, il y a tellement de médias, de partis politiques qui sont financés par ces grands groupes, des fois même plusieurs partis politiques en même temps, comme ça on est sûr de taper dans le mille. Pas vraiment, en fait j'attends juste que ce système s'effondre complètement et que les gens abandonnent ce type de presse qui n'apporte rien, aucune objectivité. Quand on voit que l'émission qui critiquait le ministre de l'Éducation nationale pour sa sortie Ibiza était animée par sa femme, donc il y a un conflit d'intérêts qui est énorme. Évidemment qu'il y a Xavier Niel est un grand ami de notre président, mais comme d'autres grands dirigeants, vu les subventions qui sont accordées à la presse, j'en attends pas grand-chose. Par contre, ce qu'on peut attendre, c'est qu'il y ait une démission des lecteurs ou des spectateurs en se disant là, on s'est fait vraiment prendre pour des idiots, et plus que la justice, plus que pour l'économique, avec la régulation des méga monopoles comme peut y avoir aux États-Unis, c'est juste le boycott en fait. C'est ça que j'attends, et que les gens se tournent vers des sources d'information plurielles, indépendantes, avec esprit critique, avec lesquelles on n'est pas forcément en raccord avec la ligne éditoriale, mais qui ne montrent pas une seule voix. C'est ça qui est compliqué en fait. Là, on le voit, par exemple, il y a le Salon du Livre à Paris, tous les éditeurs régionaux ont été exclus. Donc c'est-à-dire que là, les petits éditeurs ont du mal à subsister, c'est vraiment dur. Donc il y a un effondrement, en plus ils ne sont pas accompagnés par le système. Là, en mutualisant les réseaux de communication, on peut se faire grandir les uns les autres sans même notion de concurrence. Et il y a des bonnes volontés partout. Est-ce que ça ne vous fait pas peur, par exemple, au niveau de la censure? Alors j'ai fondé la chaîne YouTube en 2014 et c'était que des conférences ou que des causeries sur la santé que je faisais live, improvisé. Elles étaient la plupart du temps audio, donc c'était brut, basta. Et j'ai voulu optimiser la caméra que j'avais achetée pour mon documentaire. Et donc je me suis mis à faire face cam, et quasiment au même moment, il y a eu la crise, le Covid. Je me suis dit, il y a un truc qui pue dès le début, donc j'ai fait des vidéos sur le Covid en disant, attention, quelque chose ne peut pas être à la fois hyper létal et hyper virulent. Ça ne marche pas en santé. C'est soit le truc est virulent, comme le cas Omicron, et c'est très peu d'effet, parce que c'est pour ça qu'il peut circuler, parce que les gens ne sont pas affaiblis dans leur lit ou morts. Ou déjà, il y avait ce premier truc-là, donc je me suis positionné santé, puis après j'ai dévié, parce que je viens quand même d'un milieu littéraire où j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup lu. Et donc là, immédiatement, j'ai réédité 2 livres. Le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, préfacé par Raoul Vaneigem, un philosophe situationniste belge. Et puis également, Note sur la suppression des partis politiques de Simone Veil, pour dire aux personnes, attention, les personnes qui vous gouvernent, qui vous disent « laissez-nous votre souveraineté, on va décider pour vous », c'est rarement bon. Pour ce qui est de la censure, bien sûr, il y a eu des vidéos censurées, notamment une où j'avais dit que la grippe n'existerait plus, et l'histoire m'a pas donné tort. Je ne pense pas être agressif dans mes vidéos, donc ça va, j'arrive à faire passer sous le fil. Puis j'ai une série secondaire où je suis un peu plus cynique, et par l'humour, ça passe un peu mieux. Donc je me fais taper sur les doigts, mais on va dire au chat à la souris, ça va encore. Société, santé, médecine intégrative, vous êtes un peu un mélange entre Thierry Casasnovas et Louis Fouché. Je ne sais pas si c'est ça, chacun a son univers. L'engagement politique que j'ai, il est sur la santé. Dire aux gens, vous pouvez vous priver de nourriture, ou vous pouvez manger local, c'est hyper révolutionnaire déjà. Si 10% de la population jeûne une journée par semaine, l'économie va en prendre un sacré coup. Donc pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement contestataire dedans. Après, je fais passer un message sibyllin. Fabien Moine, est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à nos téléspectateurs? Le mot que je pourrais laisser, c'est que je rencontre depuis 1 an et demi des personnes incroyables, merveilleuses. Je reçois beaucoup de mails de détresse, de gens déprimés qui sont extrêmement isolés. J'essaie de leur dire de rester en lien, pas simplement virtuellement, mais d'essayer de trouver des recours proches de chez soi pour aller au plus proche, trouver de l'aide, de l'entraide, et agir plutôt avec son cœur qu'avec sa tête.